Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Philomène, donc je suis étudiante en master à Jussieu et je suis militante au point levé. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Je trouve que c'est hyper encourageant. Ça montre que les scientifiques, la jeunesse, ils ont envie de parler d'écologie, ils ont envie de s'organiser contre la crise écologique, alors même que les effets de la crise climatique ils sont rentrés dans notre quotidien. Je pense qu'on a un peu tous vu ce qui s'est passé à Valence, les inondations un peu terribles qui ont causé plusieurs centaines de morts. En fait, ce qui a le plus choqué aussi, c'est la gestion désastreuse qu'il y a eu des inondations. Faut savoir que le patronat, il a voulu maintenir coûte que coûte l'activité économique. On a vu des images un peu horribles où des camions ils sont piégés en fait dans les inondations. Et donc à ce titre-là, le patronat il fait partie des responsables du nombre de victimes. Mais c'est aussi le cas en réalité du gouvernement valencien qui en fait mène une politique de casse des services publics depuis assez longtemps, et ce qui fait que les centrales d'appel elles ont été incapables de répondre à tous les appels d'urgence. Et donc tout ça a formé une colère qui est très importante dans la population espagnole. On a vu des images assez folles où les habitants de Paiporta ils ont jeté de la boue en fait sur le roi, sur le Premier ministre, en les accusant d'être des assassins, en les accusant d'avoir fait empirer les dégâts. Donc cette situation-là, ça nous a un peu, ça a renforcé notre volonté de faire cette table ronde. En fait, la volonté de s'organiser collectivement à la base entre la population sinistrée, les travailleurs d'urgence, les travailleurs, tout ça, c'est une situation qui nous a beaucoup encouragés en fait, pour bâtir tout ça un élan de solidarité en indépendance de l'État. Mais aussi en fait la colère de la population espagnole, c'est une colère qui est globale. C'est une colère contre la casse des services publics, contre en fait, le patronat qui force les ouvriers, les travailleurs à risquer leur vie pour travailler, et contre la crise écologique. Une autre raison qui nous a encouragés à organiser cette table ronde, c'est le fait qu'on soit à Jussieu dans une fac scientifique. Et souvent, quand on est dans un cursus scientifique, on peut avoir envie de choisir un métier dans l'espoir de limiter les effets du changement climatique à son échelle, d'agir de l'intérieur et en quelque sorte d'apporter sa pierre à l'édifice. Bon, le problème, c'est qu'on se rend vite compte qu'en tant qu'étudiant, qu'en tant qu'ouvrier, salarié, etc., en réalité, on n'a pas le mot à dire sur le contenu de nos formations, sur le contenu de la production, etc. Et donc, en fait, on n'a pas un mot à dire sur à quoi ou à qui ils vont servir. À Jussieu, par exemple, donc, les cours sur l'écologie sont très souvent techniques. On parle d'énergie renouvelable, on parle d'émissions de gaz à effet de serre à coup de chiffres et de graphes. Par exemple, en licence de physique, dans le cours énergie, climat et société, on apprend à, par exemple, calculer le rendement maximal d'une éolienne, on apprend à calculer les émissions de carbone dues aux feux de forêt au Canada. On se rend vite compte qu'en fait, c'est pas en TD qu'on va apprendre les responsables de la crise écologique, quelles sont ses causes, ses conséquences sociales, etc. Et donc, on va apprendre à lutter contre la crise écologique. Et de la même manière, imaginons qu'on vient d'être diplômé et qu'on a envie d'aller travailler chez Total, bon, évidemment pas dans le pôle pollution, mais dans le pôle environnement et développement durable, c'est un pôle qui existe vraiment. On arrive dans ce pôle environnement, on a envie de rendre Total plus vert, et en fait on se rend vite compte que l'entreprise elle reste l'un des plus pollueurs du monde. Elle continue d'augmenter la production d'hydrocarbures, alors même que ça va déplacer des milliers de personnes en Ouganda notamment. On voit que dans tous les cas, en fait, quand on est ouvrier, salarié, notre travail, c'est notre travail qui est à la base de la production, mais en fait on n'a pas un mot à dire dessus. Tout ça c'est lié au système capitaliste, en fait c'est le système dans lequel on vit, où les décisions elles sont prises par en haut, et en fait elles sont dictées par un impératif qui est de faire toujours plus de profit, et pas du tout l'impératif par exemple de préserver la planète, l'impératif de bien commun, de viabilité, etc. Et donc il y a un écart fort en fait entre par exemple notre conscience écologique, notre envie de lutter en fait contre la crise climatique au travail, et la marge de manœuvre réelle qu'on a dans notre travail. Et donc, cet écart cette crise de conscience, elle est hyper importante, et elle peut être hyper importante dans la population scientifique. Et c'est compréhensible, quand on retrace la chronologie, d'abord on est étudiant, par exemple en fac scientifique, on apprend l'écologie sous un prisme technique et pas politique, et après on arrive dans notre position d'ingénieur ou notre position de conseiller en environnement, et on voit qu'on peine à voir notre rôle dans la crise écologique. Donc elle vient de là, en fait, la crise de conscience.
et elle peut provoquer des nouvelles dynamiques de réflexion dans la population, et notamment la population scientifique, du type, voilà, si je suis étudiant à Jussieu, chercheur, chercheuse, etc., prof, quelles peuvent être mes armes en fait, pour lutter efficacement contre la crise écologique. Donc c'est un peu l'esprit de cette discussion. La crise climatique, elle est en train de s'intensifier. Les catastrophes, elles se multiplient partout dans le monde. Enfin, au début, on parlait des inondations à Valence, mais c'était aussi le cas au Sénégal, c'était aussi le cas en France, en Indre-et-Loire, où des villages entiers ont été privés d'eau potable. Et malgré ça, alors que à tous les étés, on a les infos qui nous disent c'était l'été le plus chaud jamais enregistré, et ben les États ils continuent de s'engouffrer dans la crise climatique. Donc c'est le cas en France, notamment où le gouvernement Barnier prévoit des coupes budgétaires de 3 milliards d'euros dans le domaine de l'écologie. Voilà, on ne pensait pas que le gouvernement français pouvait faire moins en termes d'écologie, mais en fait si, c'est possible. Et tout ça, en fait, tout l'espoir qu'avait une partie de la jeunesse en 2018 dans les marches pour le climat, dans l'espoir voilà, d'interpeller les États, dans l'espoir qu'ils mettent en place plus de politiques écolo, bah, cet espoir-là, il commence à disparaître. Là encore, on est en droit de rechercher des nouvelles alternatives de lutte et se demander en fait quelles sont nos armes, quel peut être notre rôle dans la crise écologique et qu'est-ce qu'on peut apporter en fait en positif, non cette fois comme un espoir, mais en fait comme une force politique et scientifique. On pourrait changer notre point de vue, en fait, ne pas regarder en haut, c'est-à-dire les États, les ministères, les organes de décision ou d'indécision, ça dépend du point de vue, et attendre en fait que des politiques écolo elles soient prises. Peut-être qu'on pourrait regarder en bas, du côté de l'organisation de la production, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, en quelle quantité, pour qui, etc. Et ben, toutes ces questions-là, c'est du côté des ouvriers, dans les raffineries, etc., que ça se joue. Et la question, c'est quelle peut être la place de la jeunesse scientifique et des scientifiques dans tout ça. Donc voilà, l'objet de cette table ronde, c'est un peu de réfléchir comment les scientifiques, la jeunesse scientifique, ils peuvent s'organiser contre la crise climatique en opposition aux États qui semblent en fait incapables de répondre à ces enjeux. Donc, bon, avant de commencer les différentes interventions, je voudrais juste ajouter quelque chose très vite sur le contexte en fait, dans lequel cette réunion elle se tient. Parce qu'en réalité, cette réunion, elle a failli ne pas se tenir. En fait, quand on avait demandé une salle à la fac elle avait refusé de nous donner une salle. En fait, elle avait interdit cette réunion. Et quand on leur a demandé plus d'éléments, en fait, la fac a évoqué la circulaire Hetzel, qui est une circulaire en fait envoyée par le ministère de l'enseignement supérieur aux directions d'université et qui réprime en particulier en fait les soutiens au peuple palestinien. Et cette circulaire-là, elle interdit aux assos étudiantes d'inviter des extérieurs pour voilà, échanger avec les étudiants. Et en fait, cette circulaire-là, c'est une attaque très importante contre le mouvement étudiant. Le gouvernement, en réalité, il veut empêcher que les étudiants ils fassent de la politique, qui parle de l'extrême droite, qui parle de la crise écologique sur les facs. Avec le point levé, en fait, on le redit ici, circulaire ou pas, on va continuer en fait, dans les facs et dans la rue à soutenir la Palestine, et on va continuer à parler de la crise écologique, on va continuer à essayer de s'organiser contre elle, comme on le fait dans cette réunion. Donc on va discuter avec 3 personnes aujourd'hui. Donc Adrien, toi t'es pompier à l'ancienne raffinerie de Total, et donc en 2010, ça marche pas trop. En 2021, t'as mené avec ton usine une grande grève contre Total, contre son plan de licenciement et la justification écologique qu'il y avait derrière. Ensuite, on va discuter avec James. Donc toi, t'es doctorant à Paris-Cité au laboratoire des énergies. Et enfin avec Gaël, donc toi, t'es postdoc à Jussieu en physique et tu fais partie des cercles, enfin tu t'interviens un peu dans les cercles de scientifiques en lutte, notamment à Jussieu. Donc on a parlé un peu du fait dans l'intro que les scientifiques sont à la recherche de nouvelles alternatives de lutte et que le mouvement écolo il est en réalité fait de plusieurs mouvements. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, sur ces différentes stratégies qui existent dans le mouvement écolo et toi ce que tu observes dans les cercles de scientifiques en lutte? Merci beaucoup Phil. Vous m'entendez? C'est bon? Donc moi je suis Gaël, je suis postdoctorant au LIPSIS. J'interviens pas tant que ça directement dans les collectifs scientifiques en lutte, mais je suis très en contact avec toutes les personnes qui interviennent. Et je pense que si on veut parler du rôle des scientifiques dans la lutte contre la crise écologique, la première chose qu'on doit dire, c'est que ces connaissances techniques et scientifiques, elles ont été mises en application, notamment je pense dans les années 50, 60, 70, par une certaine partie des chercheurs qui ont réussi à documenter les phénomènes extrêmement graves que l'on observe actuellement, le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'effondrement de la biodiversité.
et que ces études ont été faites, elles ont mis en évidence les mécanismes, et que par-delà ces études, il y a eu aussi un effort très net qui a été fait de faire sortir cette connaissance des laboratoires et de s'adresser à la population en général, de s'adresser aux citoyennes et aux citoyens pour les mettre en garde de ce risque existentiel qui nous pend au nez. Et en fait, peut-être que maintenant, pour les plus jeunes, ça paraît un peu une évidence, mais même, je pense, à la fin des années 90, au début des années 2000, ça n'avait absolument rien d'évident que ce risque existentiel, que ce soit le dérèglement climatique ou toutes les autres composantes de la crise écologique, ait été imposé dans le débat public. Alors, par contre, maintenant, je pense qu'on a un certain consensus scientifique. Il y a d'autres interrogations qui arrivent. Il y a les interrogations de comment on fait pour arrêter cette crise. Comment on fait pour lutter. Et je pense qu'il y a, de ce que j'ai vu, de ce que donnent un peu des statistiques, je dirais qu'il y a 3 profils types de scientifiques en lutte. Donc les 3 types un peu de scientifiques en lutte dont je vais parler, je dirais qu'il y a un profil qui est scientifique en lutte depuis les institutions les plus en vue du système. Un profil qui, donc ça c'est un profil que je vais appeler vraiment institutionnel, un profil qui, par son travail, se rend compte des problèmes et du coup milite en dehors de son travail d'un point de vue politique. C'est un profil que je vais appeler réformiste. Et un profil déserteur, qui va dire ce système est tellement horrible, j'en sors, je n'en parle plus. Alors pour le premier, c'est un profil qui fait des modélisations de transition du mix énergétique en soutenant l'emploi des énergies renouvelables. Il bosse non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur la rentabilité. Et par exemple, en ce moment, en fait, il est à Bakou, en Azerbaïdjan, parce que c'est la COP 29, c'est la 29e COP, et on n'a toujours aucun, pas de résultat face à cet énorme risque. Il est à la COP pour former des personnels politiques et pour préconiser à la fois des investissements que lui va défendre dans ses publications scientifiques comme étant des investissements verts, et pour préconiser des politiques publiques. Il sait qu'en ce moment on parle énormément de la transition, mais je pense que ce qui parle le mieux de la transition, c'est un livre qui est sorti en 2024 d'un chercheur au CNRS qui s'appelle Fressage, et le titre c'est « Sans transition ». C'est un historien des sciences et des techniques qui explique que, en fait, la transition énergétique, elle est pensée d'une façon qu'il appelle phasiste, comme le fait qu'on est passé d'une ère de l'énergie qui était créée par la force physique à une ère où l'énergie venait de la combustion du bois, puis du charbon, puis du pétrole. En fait, c'est une présentation qui a été faite dans les années 70 par des industriels et qui fait fi du fait que la consommation absolue de ces matières premières ne fait qu'augmenter. Et donc non seulement ce chercheur développe ça, en fait, cette idée que la consommation absolue ne fait qu'augmenter, mais il montre comment toutes ces énergies sont en fait intriquées, sont en fait liées les unes aux autres. Et donc en fait il questionne le fait que s'il n'y a jamais eu vraiment de transition énergétique, comment est-ce qu'on peut en avoir une maintenant? Il réouvre ce débat. Le deuxième profil que j'ai classé comme réformiste, c'est quelqu'un qui fait de l'optimisation de la distribution d'énergie sur le réseau et qui constate en interne le poids des attaques de privatisation de EDF RTE et qui voit comment le marché de l'électricité est mis en place en fait, comment on a créé de façon artificielle un marché qui répond à des besoins actionnariaux, mais qui ne répond pas aux besoins de la population. Et donc lui, son présupposé, ça va être de se dire ceci nous vient du gouvernement, il faut militer, en l'occurrence à la France Insoumise, afin d'avoir un gouvernement différent qui va nous permettre de mener des politiques publiques différentes. Et le troisième profil, c'est donc le profil que j'appelle déserteur-déserteuse, dont je pense que certains d'entre vous ont peut-être en tête un événement qui avait marqué il y a quelques années, c'était lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'école AgroParisTech, où il y avait des étudiantes et des étudiants qui avaient dénoncé en fait les orientations prises par leur école et qui avaient proposé donc, de déserter, de bifurquer, de se sortir de ce système.
Mais l'exemple que je voudrais développer, c'est un exemple qui est sorti il y a peu. C'est une tribune d'une professeure démissionnaire en océanographie qui s'apprêtait à prendre un poste dans une des universités les plus prestigieuses, je crois que c'était Harvard. Et alors, sa tribune, elle s'appelle « La recherche sur le climat retarde l'action climatique », ce qui peut paraître paradoxal. Et donc, l'autrice, elle s'appelle Véronique Carignan, elle expliquait comment elle s'est d'abord enthousiasmée pour la recherche. Elle s'est dit, je vais permettre de mieux comprendre les océans, et après tout, les océans, c'est eux qui produisent la plus grande part de l'oxygène atmosphérique, c'est eux qui captent la plus grande part du dioxyde de carbone atmosphérique, ils ont un rôle essentiel dans la régulation des transports de chaleur sur la planète. Et puis elle a pris conscience, alors même qu'elle est dans l'académie publique, des immenses limites qu'elle peut mener au sein de ses recherches, notamment du fait que les financements sont fléchés vers des solutions technologiques clinquantes qui peuvent attirer des investissements, et qu'à l'intérieur de ce système-là, elle n'arrivait pas à faire une recherche qui, pour elle, lui permettait de lutter efficacement contre la crise écologique. Alors ces trois profils-là, par ailleurs, donc pour ceux que je connais et pour cette dame, je l'imagine, vont faire des mouvements climat, vont faire les marches climat, peuvent soutenir les mouvements d'action directe, par exemple des soulèvements de la Terre. Il y a quand même dans leur manière de militer, il y a quelque chose qu'ils mettent de côté. C'est que je pense qu'ils voient vraiment la distinction qu'on nous a mis en tête entre d'un côté il y a des citoyennes et des citoyens et de l'autre des travailleurs et des travailleuses. À savoir que sur le lieu de travail, ça c'est un impératif de la société, on ne fait pas de politique. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Alors moi la question que je pose c'est pourquoi est-ce qu'on a cet impératif, pourquoi est-ce qu'on a cette question, pourquoi est-ce que notre militantisme, on a tendance à vouloir le faire en dehors de notre lieu de travail. Pour le moment, je laisse ça un peu en suspens. Mais l'avant-garde des scientifiques en lutte, je pense qu'ils se le sont posés avant moi, ils ont déjà remis en cause la neutralité de la science. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont écopoliens. Moi, je connaissais assez bien le pôle, donc c'est des écopoliens, c'est pour écologie politique, c'est des chercheurs. Moi, je connaissais assez bien ceux de Toulouse, parce qu'avant, j'étais sur l'université Paul Sabatier. Et ils ont déjà remis en cause la neutralité de la science. Je cite un de leurs textes, un extrait. « Le discours scientifique sur les bouleversements environnementaux, fondé sur des recherches rigoureuses, est de fait politique. Mais son impact reste limité et sa prétendue neutralité le dépossède de toute influence, lorsqu'il ne sert pas à verdir les logiques d'investissement, d'innovation, de gouvernance et d'aménagement qui ont conduit à l'impasse écologique actuelle. » Alors je pense que je vais laisser James élaborer sur cette prise de conscience et sur le fait de s'engager dans de multiples luttes de façon revendiquée depuis une position de scientifique en lutte contre l'écologie. Mais pour finir cette première intervention, je voudrais citer un scientifique, Christophe Cassou, qui fait partie de cette Atécopole, qui est un des co-rédacteurs du dernier rapport du GIEC. Et au nom de cet engagement scientifique, en fait, il a été donné une conférence sur un commencement d'une ZAD entre Toulouse et Castres, où il y a un projet autoroutier particulièrement écocidaire et dangereux. Donc Christophe Cassou, ce rédacteur du GIEC, a été donné une conférence scientifique pour expliquer le projet et pourquoi il s'y opposait, conférence qui a été réprimée par la police et par les CRS. Et ça faisait suite, c'était à peu près au même moment qu'il avait eu une entrevue avec Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, une présidente de parti PS. Et voilà, et donc en fait, au sortir de cette réunion et de cette conférence, il dit qu'il est très en colère contre lui-même, contre sa naïveté d'avoir cru que les décisions qui empêchent la transformation de la société sont dues à des erreurs et des manques de connaissances. Et dans un thread Twitter qui a été très lu, il concluait en disant, enfin il concluait pas justement, il ouvrait un peu en disant « Nous, communauté scientifique, climat, biodiversité, avons assuré notre rôle d'informer. J'ai initié des formations pour députés, fait des dizaines de conférences auprès de politiques. Quel sens a tout cela? Faut-il continuer? Notre entrevue avec Carole Delga restera pour moi un tournant. Quelle claque que de voir que pensée magique ou intérêt personnel ou d'un petit groupe prime sur l'intérêt général, alors que nous allons dans le mur, nous le savons. » Et je pense que cette prise de parole, ça fait écho à tous ces questionnements que peuvent se poser ces mouvements de scientifiques en lutte. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça va. Oui, cette déclaration de Christophe Cassou, c'est évidemment une figure scientifique qui est très reconnue dans le monde scientifique et dans la société civile publique, mais il fait partie
d'une tendance où les figures scientifiques ont de plus en plus l'envie et prennent la parole sur des questions politiques et publiques, loin d'une science qui serait neutre. Pour donner un exemple, moi je vais prendre l'exemple de Jean Jouzel. C'est un climatologue et l'un des premiers à réfléchir sur le réchauffement climatique. Il est climatologue depuis les années 1970 et au sortir d'une conférence qui était au MEDEF, le MEDEF c'est un syndicat, enfin c'est le principal syndicat patronal, il avait expliqué tout simplement que le capitalisme il était incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Ça c'est une tendance qu'on retrouve politique à se positionner, mais qu'il faut savoir qu'au-delà des figures scientifiques, il y a de plus en plus de jeunes chercheurs, d'étudiants en sciences qui se posent la question, qui se posent notamment la question de la société, de comment on peut commencer à se mobiliser. Moi, je pense que de plus en plus, la jeunesse scientifique et les scientifiques en lutte et mobilisés, ils évoluent de la même manière qu'évolue le mouvement écolo. Pour beaucoup d'entre nous, le mouvement écolo, il a connu un tournant important pendant les marches du climat. Les marches du climat, donc on est en 2018, c'est un moment où il y a tout simplement des lycéens qui font grève pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement, mais ce sont des mouvements de jeunesse qui regrouperont plus de 100 000 personnes, notamment à Paris. Ces mouvements pour le climat, ils ont vu émerger notamment beaucoup des méthodes de désobéissance civile, où simplement les jeunes et les personnes qui participaient aux mobilisations allaient devant les institutions pour faire des actes de désobéissance civile, et notamment en appelant les institutions à se mobiliser. À partir de ce mouvement-là, je pense qu'il faut faire deux constats qui ont été tirés, et c'est important de tirer les bilans de ce qu'on peut faire et des méthodes d'action qu'on a utilisées. Le premier, c'est que l'État, il a été incapable de répondre à la radicalité qui s'exprimait à ce moment-là. Il y a une loi pour le climat qui est sortie, sachant que la loi pour le climat, elle est issue d'une convention citoyenne pour le climat qui était elle-même un moyen de répondre au mouvement des Gilets jaunes, qui était aussi une lutte écologique, parce que par principe, le mouvement des Gilets jaunes se crée contre la taxation carbone, notamment. Et que la loi pour le climat, elle a totalement vidé de sa substance la Convention citoyenne pour le climat, mais qu'elle a tout simplement été tellement mal qu'elle a été rejetée par toute une partie de la jeunesse et du mouvement des marches pour le climat qui s'était mobilisé. Le second point, il porte sur les méthodes d'action du mouvement écologiste. Comme je le disais, pendant des années, donc le mouvement écolo, il prenait plutôt la désobéissance civile et la non-violence pour se mobiliser, mais que tous les éléments que j'ai montrés, le fait que l'incapacité de l'État à répondre à ces mobilisations, ça a fait que cette stratégie, elle a été dépassée, et que le mouvement écologiste s'est de plus en plus posé des questions pour justement trouver une alternative de lutte qui soit plus importante. À partir de là, on a vu émerger des organisations, et notamment les Soulèvements de la Terre, qui portaient une toute autre stratégie. En sachant que, en parallèle des marches pour le climat, il y a des mobilisations importantes, notamment la mobilisation contre le projet d'aéroport routier à Notre-Dame-des-Landes, qui avait donné lieu notamment à des méthodes de lutte où simplement les militants avaient occupé un lieu pour notamment dénoncer un projet écocide et qu'ils avaient fini par gagner. Et que c'est dans cet esprit-là que les Soulèvements de la Terre ils se sont construits, notamment en 2021, autour des deux points que je posais, des bilans stratégiques qui avaient été tirés dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Par rapport aux Soulèvements de la Terre, je pense qu'ils ont permis d'exprimer une écologie qui est à la fois plus radicale et aussi plus ambitieuse. Le premier point sur ça, c'est que les Soulèvements de la Terre, ils ont été capables de pointer du doigt l'ennemi, ce qui est quelque chose qu'on ne voyait pas dans le mouvement écolo auparavant. Quand je parle d'ennemi, je parle de l'État et ses institutions. Pour les Soulèvements de la Terre, cet ennemi s'est beaucoup construit autour de la lutte contre l'agro-industrie, avec notamment les méthodes de désarmement, de sabotage d'infrastructures qui permettent de ralentir en gros la production d'un secteur de l'agro-industrie, mais de lutte en lutte notamment, avec un projet de ralentissement et aussi de médiatiser tous les sujets auxquels c'était porté. Pour donner un exemple, les méthodes d'action des Soulèvements de la Terre, ça a permis notamment de dénoncer simplement l'alliance entre Lafarge et un partenariat entre Lafarge et l'État islamique pour notamment continuer à produire
à produire simplement du ciment en Syrie. De la même manière, ça a permis de montrer l'inutilité des méga-bassines, ça a permis de montrer tout simplement la complicité entre les syndicats agricoles patronaux comme la FNSEA et la coordination rurale avec l'État. Malgré la répression brutale auquel ils ont pu faire face, ça a notamment permis de tisser, de plus en plus maintenant, des liens avec différents secteurs. Parce qu'au début, les soulèvements de la terre, ils avaient du mal notamment à articuler leur mobilisation avec le fait qu'ils avaient du mal à toucher les secteurs du mouvement ouvrier des industries qu'ils pouvaient cibler. Parce qu'effectivement, en parallèle de tout le bilan que je traite sur le mouvement climat, le mouvement ouvrier s'est de plus en plus positionné sur la lutte écologiste ces dernières années, notamment en cherchant de plus en plus à créer des alliances avec le mouvement écolo et avec la jeunesse qui commence à se mobiliser sur le climat. Et que ça, c'est important de voir que les scientifiques, ils pourraient réfléchir plus profondément à ces alliances et commencer à y participer et à commencer à intervenir dans ce type de mobilisation. Toi, Adrien, tu as été en grève du coup, en 2021 pendant plusieurs mois contre le Total. Cette grève, elle était très importante parce que vous avez lutté pour un programme global contre le plan de licenciement de Total, contre la dégradation des conditions de travail et contre en fait, le greenwashing de Total qui justifiait la fermeture de l'usine par un argument d'écologie. Donc cette grève, c'était aussi une grève écolo et vous avez cherché à vous unir avec le mouvement écolo. Est-ce que déjà tu peux un peu raconter cette grève et comment vous avez fait des alliances avec les secteurs écolos? Salut à tous, merci de m'avoir invité. Moi, je suis très très content d'être là, encore plus dans une fac de scientifiques, parce que vous êtes destinés, ou si vous ne l'êtes pas déjà, à penser comment on va produire demain de l'énergie, de l'électricité, et à partir de quoi. En tout cas, c'est comme ça que je vous vois, et vous direz peut-être si j'ai tort ou non. Et c'est bien trop rare les moments aussi d'échange qu'il y a entre le mouvement ouvrier et les facs, les chercheurs, les étudiants. On va comprendre au fur et à mesure de la discussion à quel point on a besoin de ça. Moi je m'appelle Adrien Cornet, je suis donc pompier à la raffinerie de Grandpuits, parce qu'aujourd'hui Total appelle la bio-raffinerie de Grandpuits. On va appeler aussi l'agro-raffinerie de Grandpuits ou la future agro-raffinerie. On nous a fermé donc en 2021, Total nous a fermé en 2021, comme l'a rappelé Philomène, sur un prétexte de transition écologique. En réalité, depuis à peu près à la fermeture de Flandre, donc en 2010, il y a le projet Total de fermer les unes après les autres les raffineries en France pour des raisons qui sont simples. Maintenir un taux de profit important pour Total qui doit dépasser les deux chiffres, continuer à faire par milliard énormément de profits, et ça oblige à délocaliser dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moindres par rapport à la France. Donc ça a commencé par la fermeture de la raffinerie de Dunkerque dans le nord, et ensuite on a enchaîné sur la pétrochimie à Carlin, la raffinerie de la Med à Fos-sur-Mer dans le sud, et ensuite ça a été Grandpuits. Il faut rappeler le contexte dans lequel on est aujourd'hui. On est dans une accélération de ce processus-là. C'est une réunion qui tombe très bien parce qu'elle arrive dans une vague de fermeture aussi d'usines. Vous avez dû sans doute entendre parler de la fermeture des usines Michelin qui sont un symbole, mais il y a aussi toute une vague de fermeture dans la pétrochimie. L'usine d'Exxon à Notre-Dame-de-Brabançon, où Exxon a annoncé la fermeture avec la suppression de 600 emplois, de 3000 emplois indirects. Ça, c'est pour le volet de la pétrochimie. On a Vancouverex, on a des projets de plans sociaux partout, dans Sanofi, dans d'autres grandes entreprises, chez Auchan, etc. Et pour une partie, c'est aussi fait sous prétexte de transition écologique. Il va y avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés et dont le patron en fait se sert du prétexte de la transition
de greenwashing pour supprimer ces emplois. Un des plus gros symboles, c'est la transition capitaliste dans le monde de l'automobile, où on évalue la suppression d'emplois, de passer du thermique à l'électrique à plus de 65 000 suppressions d'emplois. Voilà, et c'est une casse qui commence d'ores et déjà. Et Grandpuits, quelque part, ça a été l'un des premiers sites à fermer dans cette période de transition. Et à cette période où en 2020-2021, l'actualité écologique parlait énormément de monde à échelle de masse. On était aussi en plein Covid, donc il y avait toute cette période qui montrait cette actualité. Donc en fait en 2020, on nous annonce que le pipeline d'Île-de-France, donc un grand tuyau qui part du Havre jusqu'à Grandpuits, donc en Seine-et-Marne, à 70 km de Paris, ne peut plus être utilisé parce qu'il est trop usé, il est percé, etc., par manque de maintenance. Et en réalité, Total dit on va être obligé de fermer. La réalité, c'est que ce plan, comme je vous l'ai dit, partait depuis bien longtemps. Et Total nous avance le fait que, sous prétexte de transition écologique, ils vont devoir prendre le tournant et reconvertir Grandpuits. Et donc, ils posent plusieurs projets sur la table, avec bien sûr en parallèle de ça une suppression d'emplois qui va jusqu'à 700 emplois si on englobe les sous-traitants qui vont être impactés par ce plan social. Bon, face à ça, nous, donc à la CGT, on s'organise et la première des choses, c'est qu'on convoque des assemblées générales avec les travailleurs et on commence à discuter de comment en fait on va combattre ce plan social. Et ce plan social, nous on le pense davantage comment on va combattre le greenwashing de Total. Et on appelle en fait des contacts qu'on avait dans les milieux écolos qui avaient déjà travaillé avec les camarades de la CGT de Marseille, notamment pour bloquer l'huile de palme qui était importée sur le port de Marseille. Et en fait, ils nous mettent en contact avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, et ensemble, on commence à discuter de qu'est-ce que c'est que l'agrocarburant, quel impact ça a sur la nature, sur l'environnement, et pourquoi c'est pas vert, et pourquoi c'est une porte de sortie en réalité pour maintenir les profits des pétroliers, mais aussi des producteurs d'avions comme Airbus et comme toutes les sociétés qui gravitent autour, et pourquoi nous on doit combattre absolument ce projet. Donc de passer en fait d'une raffinerie qui produit des carburants à partir d'énergie fossile à une agro-raffinerie qui produit des carburants divers à partir d'énergie, à partir d'huile dite végétale. Et par rapport à ça, on organise des assemblées générales et on fait une alliance avec l'ensemble des organisations écolo. C'est la première alliance de l'histoire du mouvement ouvrier où il y a plus d'une centaine d'ouvriers qui tous les jours se réunissent et organisent des actions avec Greenpeace, les Amis de la Terre, Extinction Rebellion, et ensemble on porte un programme commun pendant plus de 45 jours qui est la nécessité de nationaliser l'ensemble de raffineries de la production d'énergie sous contrôle des travailleurs, et j'expliquerai après pourquoi, pour justement pouvoir davantage réduire l'impact environnemental, mais aussi trouver une alternative aux énergies fossiles. Parce qu'il y a un truc qu'on nous dit souvent, c'est en fait être un ouvrier dans une raffinerie qui parle d'écologie. C'est comme si j'avais un producteur d'armes, un ouvrier qui bosse chez Dassault et qui me parle d'antimilitarisme, quoi. Ça n'a pas de sens. En réalité, c'est un sens très profond. Les premiers impactés par la pollution des usines, c'est nous, les ouvriers. Nous, on respire les polluants bien avant qu'ils qu'ils attaquent la nature, qui polluent les rivières, qui tuent les poissons. Qui partent dans les premiers à être impactés par ça, parce qu'on appelle les fuites, les pertes de confinement, etc., c'est nous. Donc nous, à cause du carburant qu'on produit, on attrape des cancers, notamment à cause du benzène. On attrape le diabète à cause des 3 nuits qu'on fait, où on travaille en décalé et 24 heures sur 24.
Quand vous faites, si vous avez déjà fait un plein de gasoil, imaginez que quand vous respirez pendant quelques minutes du gasoil ou de l'essence et certaines vapeurs qui peuvent vous incommoder, un raffineur, c'est du matin au soir, de 4h du matin jusqu'à 4h le lendemain, qui respire ça 24h sur 24. Quand on rentre chez nous, on pue le gasoil, on pue l'essence. On a beau prendre des douches, ça va dans notre peau, dans nos cheveux. Nos enfants, quand ils nous font des câlins le soir, ils sentent et ils nous disent « Papa, tu sens le gasoil, tu sens l'essence ». Et on se couche avec ça. Et personne, en fait, ne rêve de produire du carburant comme ça du matin au soir. La seule chose qui nous motive à travailler dans une raffinerie, c'est de nous éloigner de la précarité. La plupart des ouvriers qui vont travailler dans ces raffineries, mais on pourrait l'étendre à d'autres usines et à d'autres industries, ils le font parce qu'ils veulent s'éloigner de la précarité. Et parce que la dangerosité, dans le monde capitaliste, ça se vend. Et ça se vend cher. Parce que nous, on est confrontés à la pollution, mais aussi à la dangerosité d'une raffinerie. Une raffinerie, c'est gérer plus d'une centaine de milliers de bombes de gaz. C'est se confronter au risque de mourir au travail, au risque d'être brûlé, au risque de voir ses membres coupés. Et voilà, moi je suis pompier depuis 15 ans, donc j'ai vu des incidents et des accidents graves. Et ça se vend. Faire les 3-8, ça se vend aussi. Parce que ça nous impacte profondément notre santé, parce qu'on perd 7 ans d'espérance de vie. Et ça, on le vend. Voilà, on le vend, pour pouvoir s'éloigner du SMIC. Voilà, pour cette raison principale, déjà, on va travailler dans une raffinerie. Pas parce qu'on est passionné par le fait de respirer du carburant du matin au soir. Et la deuxième des raisons, c'est aussi parce qu'on vit dans une société capitaliste qui est pensée comme ça. Tout autour de nous est fait de pétrole. Le médicament, il y a du pétrole. Le maquillage, il y a du pétrole. Nos vêtements, il y a du pétrole. Nos routes, c'est fait en pétrole. Nos voitures sont faites en pétrole. La façon dont on se déplace en permanence, il y a du pétrole. Donc, on fait tourner quelque part la société. Et d'ailleurs, ça se ressent. Moi, j'ai participé, ça fait depuis 2009 que je suis à la raffinerie de Campuy. On a fait 2 grandes grèves, 2010 et 2022. Quand on retire notre force de travail, qu'on s'arrête de travailler, dans la société, ça se voit. Ça se voit. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que derrière tout ça, il y a aussi le sentiment d'être utile à la société, de participer à quelque chose d'utile. Et voilà, et c'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'est battu en 2021 autour de ce programme, de trouver une alternative réelle aux énergies fossiles, pas ce que nous promet le capitalisme, pas les énergies vertes, pas la décarbonatation, les puits de carbone, etc. Non, pas tout ça. Parce que tout ça, ça voulait dire plus d'importation. Ça voulait dire le scandale des eaux noires au Yémen. Ou je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au Yémen, la révélation du Nouvel Obs, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. Et c'est tout un symbole de ce que ça veut dire. Fermer des raffineries en France, dans des secteurs où on a un mouvement ouvrier organisé, combatif, ça veut dire nous priver d'un rapport de force, ça veut dire délocaliser la pollution dans des pays où il n'y a ni normes sociales, ni normes environnementales, ni syndicats. Donc nous, pour notre intérêt, pour celui de nos enfants, oui, on veut arrêter de produire les énergies fossiles. Mais pour ça, il nous faut une alternative. Et dites-vous que pendant toute la grève, on a cherché cette alternative, à construire un contre-projet à Total. On a cherché des scientifiques, on a cherché des ingénieurs pour être en capacité de porter ce projet avec nous. Et on n'a pas trouvé cette force-là. Elle n'existe pas, la CGT, parce que la plupart des ingénieurs sont soit pas syndiqués, soit pas forcément à la CGT, puisqu'ils ne sont pas ils sont souvent cadres et donc pas dans ce syndicat qui est plus ouvrier, même s'il y en a quelques-uns. Mais donc on n'a pas trouvé cette ressource à la CGT. Et même quand on l'a cherché à l'extérieur, on peut citer Greenpeace par exemple, qui a financé Negawatt pour trouver un plan et un contre-projet à ça. Ils n'ont pas été capables de le faire, de trouver cette alternative. On posait 2 conditions. 0 suppression d'emplois, donc le maintien des 700 emplois supprimés. Et la deuxième des choses, répondre à des besoins réels.
parce que nous, on répond à des besoins réels. Donc on voulait continuer à le faire. Voilà. Et c'est pour ça que, dans un second temps, je développerai notre programme de nationalisation sous contrôle des travailleurs pour comprendre à quel point il y a cette alternative. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que la plupart des écolos que je croise, parce qu'au-delà du constat, dans cette grève, on a trouvé un programme, une solution, des alliés, et on a démontré qu'on avait le rapport de force pour le faire. Toi, James, quand tu n'étais pas encore militant, tu as été beaucoup influencé par la grève de Grand Puy. Donc maintenant, tu milites au point levé, mais est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi en fait ce programme écolo large, qui ne pose pas en fait fin du mois et fin du monde, qui est, pourquoi ce programme-là, il t'a convaincu? Oui, la lutte de Grand Puy, pour le dire rapidement et après je vais développer, pour moi, en tant qu'étudiant ingénieur à l'époque, c'était simplement quelque chose que j'aurais voulu participer, j'aurais voulu penser la transition d'une raffinerie avec les travailleurs et avec le mouvement écologiste. Parce que, faut revenir un peu à mon parcours. Moi, j'avais entendu parler de la lutte de Grand Puy autour d'une tribune sur Libération qui dénonçait à la fois le plan social, le projet de greenwashing et le fait que Total continuait et voulait construire des projets écocides, notamment en Ouganda et au Mozambique. Moi, précédemment, j'avais déjà participé à des mouvements sociaux, mais en tant qu'observateur, pour aller voir un peu ce qui se passait et tout. J'avais participé à bloquer mon lycée pendant la loi travail, notamment sous le mandat de François Hollande, mais sans objectif politique derrière important. On avait participé aux manifestations, même à Nuit debout, c'était des manifestations de nuit qui commençaient à développer notamment un programme alternatif et tout, mais des choses que juste on était parti voir, et que ça s'est continué après, pendant le mouvement des Gilets jaunes et pendant les marches pour le climat. Je pense que ma politisation et mon envie de rejoindre, de militer, elle s'explique parce que simplement il y a un tournant qui est, je pense, plus politique, et le moment donné où j'ai quitté ma prépa pour entrer dans une école d'ingénieur qui était à la fac de Paris-Cité. Parce que c'est un peu là où on commence à réfléchir, notamment à notre place à la fois dans la société en tant que futur travailleur, mais aussi en tant que simplement c'est là où on prend les décisions de ce qu'on veut faire à l'avenir. Moi, je savais que j'aimais les sciences, de fait, j'adore la physique, et que aussi, de par mon profil, j'étais intéressé par l'écologie et par le réchauffement climatique. Moi, par rapport au profil que Gaël il expliquait tout à l'heure, moi, je dirais que j'étais plutôt, que j'alternais entre changer les choses de l'intérieur et commencer à sensibiliser autour de moi aux questions écolo. Dans cette optique-là, dans mon école d'ingénieur, on avait commencé à monter une association où on expliquait de faire la sensibilisation écolo et de monter des projets avec des étudiants de pays étrangers, notamment au Sénégal. Par contre, la réalité, c'est que plus je lisais sur la crise climatique, plus je lisais les rapports scientifiques sur la question, plus je trouvais mon activité associative et mes cours insuffisants par rapport aux enjeux. Déjà, de base, moi ça me parlait déjà pas trop, il y a toute un partie du programme que moi je n'ai jamais compris dans les écoles d'ingénieurs et même dans les études scientifiques, qui est qu'on a beaucoup de cours qui sont des cours où on apprend à faire le manager, notamment des cours qui sont obligatoires, mais on apprend à monter une entreprise, tenter de se développer, et que ça, moi, c'était un truc qui vraiment ne m'intéressait pas, quoi. De fait, pour donner un exemple, moi j'ai eu un cours de développement durable où on apprenait à transformer, à réduire les émissions d'une usine de jambon. Bon, j'ai rien contre le jambon en particulier, mais juste quand je dis qu'on tentait de réduire les émissions que par rapport à la chaîne de production, c'est-à-dire en gros, en fait, au lieu de mettre 4 jambons sur l'étal, on va en mettre 3, etc. Mais que ça, à aucun moment donné, dans ce cours-là, qui est un module obligatoire et assez long, à aucun moment donné, on a parlé, ne serait-ce que des conditions
des salariés ou même des salariés en eux-mêmes et ni des conditions animales non plus. Et que ça, moi, ces cours-là, au début, je ne vais pas le cacher, ça m'a beaucoup démoralisé parce que je le disais sur la crise climatique, je voyais qu'il y avait une accentuation et que de fait, la solution qu'on me proposait, elle n'avait aucune réalité concrète, notamment. Et ça, c'est aussi, il y a eu toute une étape de démoralisation, mais aussi quelque chose qui m'a poussé à tenter de militer plus, de me rapprocher de l'organisation, que ce soit du mouvement écolo ou de la gauche au début, parce que tout simplement, je ne trouvais pas de solution qui était capable de répondre à mes questions, que ce soit sur mon orientation et aussi sur tout simplement la lutte contre le réchauffement climatique en général. C'est là, sur ma fac, moi notamment, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des militants du Point Levé, à l'époque que je connaissais pas du tout. J'avais juste vu qu'ils faisaient une table avec notamment des stickers d'Anas Kazib, qui est la figure de Révolution Permanente et qui est cheminot à Sudrail, et aussi qu'ils avaient des brochures sur la lutte de Grand Puy, pour lesquelles j'avais déjà commencé que je connaissais un peu. Évidemment, j'étais surpris de voir à la fois comment ils tentaient d'avoir un programme sur l'écologie avec des exemples concrets, mais aussi qu'ils avaient un programme qui parlait des violences policières, qui parlait du racisme d'État et qui pointait la responsabilité coloniale de l'État français. Moi, et en plus de ça, j'étais assez surpris de voir comment ils arrivaient à porter une analyse sur les mouvements sociaux auxquels j'avais pu observer, pas juste en observant les mouvements sociaux, mais en tentant de donner des pistes politiques pour que ces mouvements ils aillent jusqu'au bout, que ce soit des mouvements qui permettent de transformer véritablement la société. Et que ça, c'est allié au fait que je me suis encore plus renseigné sur la lutte de Grand Puy et que je trouvais ça très enthousiasmant dans la manière de lutter contre le total sur le terrain des licenciements, tout en dénonçant et le greenwashing et les développements de projets écocides. Pour la première fois, j'ai trouvé une organisation d'extrême gauche qui avait une sensibilité sur la question écologique et qui tentait d'avoir un programme qui s'adressait à la fois aux travailleurs et qui en fait ne faisait pas la différence entre mouvement écolo et mouvement ouvrier en simplement faisant des adresses à la jeunesse pour participer à ces alliances. Cette écologie qu'on essaye de construire, elle vise à transformer la société à partir de celles et ceux qui la font tourner. Souvent on parle d'une écologie du bien commun dans le sens où elle serait organisée par les ouvriers, la population et les secteurs scientifiques et la jeunesse. Notamment, cette écologie, elle penserait au respect des conditions de travail des salariés, mais aussi elle permettrait de discuter plus largement et plus profondément du respect de la biodiversité, de la même manière et des équilibres naturels. Dans la continuité, le colonialisme et les pillages des ressources dans les pays dominés, c'est quelque chose qu'on dénonce beaucoup dans notre écologie. Nous, on pense qu'il faut pointer la responsabilité de l'État français dans la pollution en chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, où aujourd'hui il y a tout simplement plus de 90% des personnes qui sont encore contaminées par ce pesticide. Et que c'est un élément important de la situation, y compris une revendication des mouvements contre la vie chère actuellement en Martinique. Pareil, on pense qu'il faut pointer du doigt les soutiens des États aux projets écocides de ces multinationales. On pense aussi qu'il faut dénoncer en tant qu'écologiste et en tant que militant le soutien de l'État français au génocide en Palestine. Notre écologie, si vous commencez à comprendre, elle s'inscrit dans une perspective de lutte internationale contre les méfaits du capitalisme en général. Et ça, je dis ça à la fois contre les causes, mais aussi les conséquences. Si vous prenez l'exemple, on a beaucoup parlé des inondations de Valence, mais je reviens dessus rapidement. Des inondations de Valence, c'est un moment donné où l'État espagnol et les entreprises décident de maintenir leurs travailleurs à la tâche pendant que l'eau est en train d'inonder les rues de Valence. C'est ça la réalité, la brutalité du capitalisme. Et que face à ça,
il y a eu tout un mouvement de solidarité qui s'est développé, des secteurs ouvriers qui ont à la fois fait des dons, acheminé, que ce soit du matériel pour aider la population et pour sauver la population, et que ça s'est fait en totale indépendance de l'État et avec des mouvements spontanés de jeunesse qui se sont déplacés à pied, à vélo, munis de masques et de balais pour aider la population sinistrée. Les deux points sur lesquels je me posais, ils permettent de discuter du rôle des scientifiques à l'intérieur. Parce que moi, je pense qu'on devrait commencer de plus en plus, en fonction de ce que disait notamment Adrien, à penser que les scientifiques ils devraient s'organiser, notamment en comité, pour dénoncer à la fois les projets de licenciement, des projets de licenciement qui mettent en avant à la fois la délocalisation des usines, la délocalisation des pollutions, mais aussi pour penser plus profondément des projets alternatifs de reconversion qui soient pensés aux côtés des travailleurs en lutte et à partir des savoirs qu'on a. Parce que la réalité, c'est que les savoirs qu'on a, ils sont bien, ils sont utiles. C'est pas du tout quelque chose qu'on doit jeter en l'air du jour au lendemain. Au contraire, les savoirs qu'on a, ils peuvent servir à l'émancipation et à penser un sujet. Il faut qu'on arrive à penser que les savoirs qu'on a, ils sont utiles aux luttes. Ils permettraient de penser plus largement des projets de transformation et de reconversion écologique aux côtés des travailleurs. C'est un élément qui est important et que c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin d'avoir des expériences, d'avoir une accumulation sur des sujets scientifiques pour tout simplement penser plus profondément la production qui serait possible dans une société où on reprendrait notamment le contrôle sur la production. Et peut-être que je vais m'arrêter là pour cette partie. Merci beaucoup. Du coup, on pourrait imaginer que ce soit dans des comités en fait, scientifiques où on pourrait repenser en fait, une reconversion de savoir, de la technique pour la lutte écolo. Est-ce que toi, Gaël, tu pourrais revenir un peu sur cette idée-là et qu'est-ce qui empêche en réalité ce genre de comité scientifique d'exister aujourd'hui dans l'enseignement supérieur? Ouais, merci Philomène. Donc à propos de ces collectifs, moi je voudrais dire que comme Adrien, je suis à la CGT et voilà, je suis aussi au Point Levé. Et en fait ces collectifs, pourquoi est-ce qu'on crée des collectifs? Parce que globalement, individuellement, c'est extrêmement dur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont dans des collectifs, qui savent déjà ce que c'est que la signification de la lutte. Je vais donner un exemple, alors vraiment un peu ultra nul et trivial. Cet après-midi, moi, j'ai voulu envoyer un mail à tout mon labo pour justement dire de venir à cette table ronde. Et rien que le fait de faire ça, je trouvais ça relativement stressant en fait. J'avais peur de me faire reprendre de voler, comme ça m'est déjà arrivé, mais je m'étais dit que ça m'est déjà arrivé de me faire reprendre de voler par la direction pour ce genre d'initiative. Mais ça, en fait, c'est rien en fait. Mais alors vraiment, c'est rien de rien de rien. Mais pour pouvoir lutter, on va toujours avoir besoin de collectifs qui vont nous soutenir. J'avais dit dans ma première intervention qu'il y a eu certains scientifiques qui ont réussi à imposer le débat sur la crise écologique dans le débat public. Mais dans quelles circonstances ça a été fait? Avec quelle difficulté, dans quelle dureté ça a été fait? Ça, pour revenir dessus, j'ai été voir il n'y a pas longtemps une étude de la revue Global Environment Change qui démontre comment Total, pendant 50 ans, connaissait le risque et a tout fait pour ne pas parler de la crise écologique. Le propre magazine interne de Total faisait le lien en 1971 entre réchauffement du climat et hydrocarbures. Il y avait un des auteurs qui a écrit dans le magazine de Total qui craignait une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. Il qualifiait de préoccupant la hausse de la concentration de gaz carbonique et il disait « La circulation atmosphérique pourrait s'en trouver modifiée et il n'est pas impossible, selon certains, d'envisager une fonte au moins partielle des calottes glaciaires des pôles, dont résulterait à coup sûr une montée sensible du niveau marin. Ces conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer. » Mais alors que lui, il fait ce constat en 1971, ça va être le blackout total pendant une quinzaine d'années chez Total. Alors qu'il y a des interventions médiatiques et des tribunes qui arrivent, l'entreprise décide de ne plus en parler. Et pire que ça, Bernard Tramier, qui est directeur de l'environnement chez Elf, donc Elf, ça va être racheté par Total quelques années plus tard, donc il est directeur de l'environnement chez eux pendant 16 ans, entre 83 et 99. En 86, il envoie un rapport au comité exécutif dans lequel il explique que le réchauffement climatique est inévitable
et qu'il faut une stratégie défensive de la part du secteur pétrolier. Et pour noyer le poisson, si j'ose dire, il va y avoir une alliance entre les pires concurrents, entre Total, ExxonMobil, toutes les majors du pétrole. Alors comment ils vont faire ça? Et ben, en fait, pendant 3 ans, ils vont approuver le financement de recherche scientifique visant à trouver des faiblesses dans les modèles climatiques entre 91 et 94 et à présenter le réchauffement climatique comme moins alarmant. Et au début des années 90, ils vont également commencer à placer des jeunes ingénieurs tout juste diplômés dans les meilleurs laboratoires des sciences du climat afin d'assurer une veille des derniers développements de la climatologie. Je vous laisse imaginer à quel point c'est facile de contester en interne les décisions du groupe. Dans leur propre communication et leur lobbyisme, Total et Elf ne vont pas arrêter de semer le doute sur la réalité du changement climatique en disant qu'il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines, parmi lesquelles la combustion d'énergie fossile. En 1992, ça c'est Jean-Philippe Caronette, directeur de l'environnement de Total. Mais la stratégie, elle a évolué au bout d'un moment. Et elle a évolué en termes, elle ne pouvait plus faire un tel délit. Elle s'est mise à minimiser et à mettre en avant des solutions non coûteuses aux industries. Et ça, c'est par exemple, à chaque fois que vous allez allumer la télé, vous allez voir la pub de Total. Total va mettre en avant tous les investissements qu'il fait dans les énergies qu'il appelle renouvelables, et il va totalement taire. On ne va jamais voir une pub dans laquelle Total dit je suis en train d'investir des milliards de dollars dans des hydrocarbures. Et on comprend que face à ça, certains peuvent être dégoûtés et peuvent fuir. Mais au point de vue, on ne pense pas que la solution soit de quitter ces entreprises pour pas mal de raisons en fait. La première, c'est que même les pires des entreprises, elles font des biens indispensables. Même par exemple, si vous prenez, alors, pas évidemment l'armement, mais même si vous prenez les pires entreprises, par exemple les productions médicamenteuses, on ne peut pas s'en passer, même si c'est ceux qui font le plus de marge. La deuxième, c'est qu'on pense qu'être présent peut donner des leviers et que de toute façon, on va devoir lutter à tous les niveaux. Parce que moi, par exemple, je suis postdoc en physique, je donne des cours de physique, demain, je forme des ingénieurs qui peuvent créer de l'armement. Donc la lutte, on doit pouvoir la mener de partout où on est dans la société. Et certains endroits nous donnent des leviers. D'ailleurs, je précise que même au sein des entreprises géantes ou de tech, quand on pense au mouvement ouvrier, à la résistance, c'est vrai qu'on a plus, je pense, spontanément en tête des images de raffineurs, de mouvement ouvrier, mais même au sein des entreprises géantes ou de la tech, il y a eu des collectifs qui se sont formés et qui ont lutté notamment au sein de Google. Il y a eu des ingénieurs qui ont refusé d'envoyer des données à Tsahal, à l'armée d'Israël, pour commettre son génocide en Palestine. Et il y a un chercheur qui a fait un livre en fait, sur ça, parce qu'il y en a sans doute parmi vous qui pourraient aller travailler dans la tech sur ce genre de collectif, qui s'appelle Platform Socialism, le socialisme donc des plateformes numériques de la tech. Mais alors, est-ce que avec ce que je viens de dire sur Total et sur les géants de la tech, est-ce que je suis juste en train en fait, d'opposer le privé au public? Est-ce que c'est ça mon axe de réflexion? Alors c'est pas ça. Parce que moi, ce que je pense qui est utile, ce qui est fondamental, c'est la marge de manœuvre en fait, des travailleurs et des travailleuses au sein de leur boîte. Et ça, pour toutes les personnes qui sont en recherche, vous savez comme moi que l'État, c'est un employeur comme un autre, qui peut aussi vous mettre de grandes contraintes hiérarchiques. Je dis rapidement pour les personnes qui sont en recherche et qui vont s'y destiner, il y a deux façons de financer la recherche. Il y a un financement qui est un financement par projet, dans lequel vous répondez à des appels d'offres et vous allez avoir des agences qui vont valider ou non vos projets pour vous donner des crédits. Et il y a des financements récurrents, des financements qui vous donnent la latitude de prévoir à long terme les recherches que vous voulez mener. Et bien évidemment, les financements récurrents sont en train d'être effacés de la recherche pour être remplacés par des financements par projet, qui peuvent être contrôlés par des investissements privés, mais qui peuvent aussi être contrôlés par des hiérarchies qui vont vous gêner parce que, par exemple, la professeure d'océanographie dans le monde déplorait la présence de climato-sceptiques même au sein des agences intergouvernementales. Mais surtout, le défaut qu'elle leur prêtait, c'était de flécher les projets, comme je vous disais, vers des solutions clinquantes, vers une volonté de trouver la solution technique qui finira le problème de la crise écologique, qui n'existe pas. Et donc elle déplorait qu'il y avait des milliards d'investissements qui avaient été investis depuis 1977 dans des solutions comme par exemple la captation et le stockage du dioxyde de carbone au titre. Donc ça c'est un peu ce qui est dénoncé comme étant du technosolutionnisme, alors que malgré les importants investissements et la longue durée qui ont été dévolus à son évaluation, à son développement, ça ne donne pas du tout de résultats significatifs. Et en revanche, si vous essayez de dire que le réchauffement climatique
l'effondrement de la biodiversité, ça c'est des problèmes totaux. Si c'est des problèmes totaux, c'est-à-dire qui englobent tout, on va aussi avoir besoin de modifier nos comportements. Ça nécessite, ça c'est ce que font les camarades de la Techopole, de la recherche en interdiscipline. Et il y a une étude qui a montré récemment qu'il n'y a que 0,12% de l'argent qui a été envoyé pour la recherche sur le climat qui a été consacré aux sciences sociales, par exemple. Donc ça c'est un ordre d'idée d'où va l'argent. Est-ce qu'il faut se battre au sein de l'université pour avoir une recherche plus libre? Oui, ces dernières années, il y a eu la loi, la LPU de 2007, la LPR en 2020, qui a notamment diminué le pouvoir des personnels. Il faut savoir qu'il y a des organes de décision au sein de l'université. Il y avait des organes de décision dans lesquels pouvaient siéger des syndicalistes, les étudiants, les personnels, des conseils scientifiques. Tout ça, ça a été affaibli au profit d'un pouvoir toujours plus donné au président, ou à la présidente en l'occurrence ici, de l'université, mais aussi ce qu'on appelle des acteurs économiques qui peuvent être directement dans le cadre des conseils d'administration de Jussieu, quelqu'un qui travaille pour Suez, un haut cadre de Suez. Mais je pense que, oui, donc ça c'est la gouvernance, et il y a aussi le fait que jusqu'à une dizaine d'années, l'État devait fournir 75% du budget des universités, mais maintenant il a retiré cette clause et il pousse les universités à demander à des entreprises privées de le financer. Et évidemment, en échange de ce système de bailleurs de fonds, les entreprises vont pouvoir pénétrer l'université et proposer des contenus, prendre le contrôle sur certains cours, ce qui est même par exemple sur le site de Toulouse, vous avez le master de transition énergétique, le master Greenair, qui est contrôlé par Total. Alors, ces réformes de l'université, elles sont très décriées. Si vous regardez, même tous les organes les plus institutionnels s'y sont opposés, mais ça a été sans effet. Donc là, c'est la question qu'il faut reposer entre nous. Tous les organes institutionnels ont été contre, les chercheurs ont été contre, les personnels ont été contre. Est-ce qu'il faut approfondir les alliances qu'on fait entre nous? Parce que quand même, si on le voit sur la fac, le mouvement étudiant, le mouvement des personnels est assez séparé. Est-ce qu'il faut approfondir les alliances qu'on fait avec l'extérieur de la fac si on veut avoir une chance de gagner? Moi, je pense que oui. Je pense que quand on se fait attaquer secteur par secteur, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et que c'est le sens des alliances qu'on essaie de développer avec les syndicats, avec les partis politiques. Si je reviens sur un dernier exemple que je pense qui est un peu frappant, je vous avais parlé du coup de cette personne qui bossait sur le réseau d'énergie électrique. Pendant le dernier mouvement interprofessionnel d'ampleur qui a été la réforme des retraites, on a eu alors c'est notamment des syndicalistes de l'énergie de la CGT qui se sont appelés les Robins des Bois de l'énergie, qui ont décidé de faire des actions coup de poing, des actions symboliques, un peu pour montrer ce que pourrait être, on va dire, un pouvoir des travailleurs sur la gestion de ce réseau d'énergie. Et donc, ils ont décidé de faire passer la consommation d'énergie pour les ONG ou pour les particuliers qui étaient en difficulté, de leur mettre à prix coûtant ou à prix nul, et de passer ce qu'ils ont appelé en sobriété énergétique des équipements qui ne servaient à rien, comme le Stade de France, le village olympique ou la permanence d'un député macroniste, par exemple. Mais je pense que, ça préfigure un peu de ce que pourrait être un mouvement des travailleurs qui gérerait ce réseau d'énergie. Il faut le dire, ils sont extrêmement réprimés pour ces actions. Ils se prennent des procès, je crois même qu'il y a la DGSI, la direction des services intérieurs, qui est intervenue. Mais moi je pense que cette action d'éclat de techniciens et d'ouvriers, ça pose la question en fait de qui va être capable de modifier radicalement la société, qui a le plus d'impact. Et ça pose la question, comme tu l'as appelé de tes voeux, Adrien, de comment, en tant que chercheur, en tant qu'ingénieur, on peut mettre nos compétences, nos connaissances au service de ces buts. Merci beaucoup. Et donc, comme tu l'as dit, Gaël, pendant la bataille contre la réforme des retraites, on a vu les énergéticiens reprendre en main leur outil de travail. En fait, ils ont décidé qu'ils avaient leur mot à dire en réalité sur la production d'électricité. Donc, toi, Adrien, qu'est-ce que ça t'inspire, et notamment en termes de stratégie du mouvement écolo? J'aime bien revenir sur l'actualité qui est très, très chaude pour le mouvement écolo en ce moment, avec deux éléments pour continuer
à la conclusion pour aussi vous laisser la parole et qu'on puisse échanger jusqu'à à peu près 20h, 20h15. Deux constats que je fais depuis que je suis les questions écolo, c'est que d'une part, le GIEC, dans son rapport, met en avant les activités humaines comme responsables du dérèglement climatique, sans jamais citer en fait le système de production qui régit en fait ces activités humaines, qui est le système capitaliste. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de la façon dont est organisée la société et qui la dirige. Aujourd'hui, la société est dirigée par les capitalistes. Il y a deux entreprises qui gèrent le système énergétique en France, c'est Total, EDF. C'est tout. Ces deux patrons décident de comment vous allumez une lumière, comment vous vous déplacez, comment vous faites tout ce que vous pouvez faire dans ce pays. Voilà. Et en gros, si je prends à l'échelle du monde, une vingtaine d'entreprises. Voilà. Ça, personne ne dit jamais ça. Quasiment personne. Pas en tout cas dans les grandes chaînes d'écoute, etc. On parle d'activité humaine, mais on ne parle jamais des responsables et de ceux qui dirigent la société. Ça, c'est déjà le plus gros problème. Et la deuxième chose qui me frappe beaucoup, de par mon expérience de lutte à l'intérieur d'une de ces entreprises, c'est l'espérance qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous du mouvement écolo dans l'interpellation à l'État. L'État, ce n'est pas un arbitre neutre qui gère l'économie en temps de soleil ou en temps de pluie, et quand c'est un peu compliqué, il met un peu plus de social, et puis quand c'est un peu moins compliqué, il en donne plus aux entreprises. Non, l'État, il est au service des patrons. C'est pas seulement Révolution Permanente ou Paul Levé qui le disent. Par exemple, vous prenez les documents qui ont été faits, les enquêtes qui ont été faites notamment par les Amis de la Terre autour du projet du pipeline ICOP en Ouganda. Il explique très bien l'échange qu'il peut y avoir entre les gens qui travaillent chez Total, les cadres notamment, qui travaillent en Afrique, qui organisent ces projets-là, et qui ont travaillé juste avant pour l'État, dans des hautes instances. Il faut rappeler que Patrick Pouyanné, avant d'être PDG de Total, il était directeur de cabinet de François Fillon. Donc déjà, même le PDG en soi fait partie de ce monde-là. Il faut aussi rappeler que toutes les ambassades de France ont été mises au service du projet ICOP, soit au Mozambique, en Tanzanie, en Ouganda. Mozambique, c'est un autre projet gazier qui fait parler de lui en ce moment, notamment autour des violences pour le protéger, etc. Il faut aussi rappeler que les Amis de la Terre ont dénoncé le fait que l'armée française s'est mise au service de ces projets-là, a formé certaines milices, etc. Ça, c'est documenté, vous pouvez retrouver les sources de plusieurs journalistes. Voilà, ça c'est pour vous dire à quel point, y compris des fois on peut avoir des débats avec des penseurs comme Alain Deneau, Andreas Malm, etc., qui peuvent avoir eux-mêmes des illusions avec le rôle de l'État. Et c'est des projets aussi politiques, on voit notamment la France Insoumise qui parle de prendre le pouvoir de l'État par les élections, etc., et de pouvoir comme ça faire bifurquer l'appareil de production. Ça ne se passera pas comme ça. Enfin, ils ne vont pas nous laisser les clés et puis dire ok, c'est bon, vous avez gagné les élections, je m'assois sur 300 milliards de chiffre d'affaires, je les ça va passer par un rapport de force qui est conséquent. C'est une question pour eux de vie ou mort, et donc y compris pour nous et pour nos enfants. Donc quelque part, cette lutte, c'est l'histoire de des classes. Et on trouve personnellement que l'écologie, cette crise, elle pose ces contradictions-là très profondément. Et il y a quelque chose qui nous a beaucoup frappé pendant la grève de Grand Puy, c'est qu'on a voulu porter un message de solidarité envers les paysans ougandais qui se faisaient de force privés de leurs terres
par le projet ICOP. Et voilà, et encore une fois, on peut retrouver toutes les sources des ONG qui dénonçaient ça. C'est plus de 100 000 paysans de mémoire. Et il y a souvent eu ce message de solidarité qu'on a pu porter avec les grévistes, avec le comité de grève de Grand Puy. Et ça s'est fait très naturellement. Alors que dans d'autres périodes, on sait à quel point c'est difficile. On voit la progression de l'extrême droite, notamment où c'est analysé, où il y a une partie du mouvement ouvrier qui a pu voter pour le Rassemblement national. Donc on voit qu'il y a des idées réactionnaires qui peuvent exister au sein de notre classe et qui existent depuis très longtemps. On milite tous, on travaille, on étudie dans un pays comme la France, qui est un pays colonialiste, impérialiste, et dont Total est l'un des fers de lance, puisqu'il bénéficie de tout cet impérialisme. Et quand on a porté ce message-là, c'est un message qui a été assez facile à porter par le comité de grève. Pourquoi? Parce que les attaques violentes qu'il y a envers les travailleurs en France, le fait de perdre son emploi, ça a une contradiction énorme. C'est que au moment où vous avez construit toute votre carrière et votre patron vous a appelé collaborateur et vous a fait croire que vous étiez quelque part un collègue avec qui il pouvait faire un bout de chemin ensemble et que tous ensemble on était dans le même bateau, au moment où votre boîte elle ferme du jour au lendemain pour préserver ses profits, c'est terminé, il n'y a plus de collaborateurs. Là vous êtes un salarié. Et donc il y a cette contradiction-là. Et c'est vrai, et vous pouvez le voir si un jour vous allez dans des usines, vous allez voir à quel point c'est photographique, notamment dans le raffinage, les travailleurs organiques qui travaillent chez Total sont blancs. Et les travailleurs sous-traitants sont noirs et arabes. Le capitalisme a organisé la division raciale du travail depuis l'esclavage, tout ça c'est documenté, c'est aussi très historique. Et ça montre à quel point ça se perpétue dans l'organisation de la production. Et ça montre aussi la force qu'on doit mettre pour coordonner, lutter contre cette division qui nous est imposée par le capitalisme. Et c'est exactement, c'est aussi la division qui existe entre les hommes et les femmes, et aussi avec les écolos. C'est-à-dire que de fait, quand on m'expliquait à quel point, par exemple, il y a un truc qui est très frappant, c'est que les écolos ils peuvent se dire mais pourquoi les ouvriers s'intéresseraient à l'écologie? Tout simplement parce que nous, on est les premiers impactés. Je parlais de nos corps, mais je n'ai pas parlé de notre environnement. Si on habite à côté de nos usines. Moi, je me baigne en Seine-et-Marne, je me baigne dans la Seine, là où je rejette mes usines. Et pour revenir et terminer sur la question du contrôle ouvrier, il y a un truc qui est très naturel chez nous, c'est de travailler avec des ingénieurs. Vous savez, tous nos cadres sont ingénieurs. Ils viennent tous, majoritairement des ingénieurs des mines, mais ils viennent d'autres écoles, donc que vous connaissez sans doute mieux que moi. Et donc déjà, de fait, c'est une coopération qui existe. Donc, on a cette coopération qui existe déjà, mais elle est mise au service du capital, elle est mise au service du profit. Et nous, on a besoin d'investir au service des besoins communs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ensemble, on s'organise dans ces comités. Nous, on connaît nos usines par cœur, la moindre vanne, la moindre pompe. Où est-ce qu'on peut rejeter l'air? Où est-ce qu'on peut rejeter l'eau? Où est-ce qu'on pourrait faire des économies d'eau? Comment on pourrait faire pour faire en sorte que l'eau qu'on va rejeter est beaucoup plus propre? Créer des bassines de contention, pouvoir faire en sorte d'arrêter la production quand on a une pollution, réparer les filtres, en développer d'autres, etc. Imaginez cette société-là qu'on doit construire, elle va passer forcément par un rapport de force. Il y a 2 ans, jour pour jour, on a posé les bases de ce rapport de force. En 2022, les raffineurs, au mois d'octobre, ils ont arrêté la France. Si vous prenez de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui s'est passé avec Boeing, c'est 33 000 travailleurs en grève en même temps qui paralysent l'une des entreprises les plus polluantes et les plus puissantes du monde. Ça, c'est la démonstration de ce que peut faire le mouvement ouvrier quand il est déterminé, quand il est attaqué, quand il se bat pour ses salaires, mais aussi quand il se bat pour la division du temps de travail. La division du temps de travail, c'est une mesure des plus écologiques. Ça veut dire réduire notre contact avec les produits polluants, avec la
avec l'hydrocarbure, etc., etc. C'est pour ça qu'on doit se battre aussi pour ça. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait cette démonstration-là, il faut qu'on dépasse toutes les barrières qui existent entre nous et qu'on construise. Parce que comme je le disais, il y a urgence. Moi, je le dis souvent, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis plein d'espoir. D'une part, dans la classe ouvrière, parce que j'ai eu la chance de vivre des moments historiques, et j'en vivrai encore. Il y a à peine un an, 2023, la raffinerie de Normandie s'arrêtait, clouait 40% des vols d'Orly et Roissy avant de se prendre des réquisitions et les forces de l'ordre devant leur usine. Ça, c'est encore notre histoire. C'est une histoire récente. On n'a pas besoin de remonter à 68. Si je voulais remonter à 68, je vous dirais que les raffineurs de Donge ont organisé des distributions de carburant pendant la grève de 68 pour faire en sorte que les infirmiers, les médecins, les pompiers puissent se déplacer, distribuer des tickets de carburant aux grévistes pour pouvoir se déplacer tout en paralysant l'appareil capitaliste. Voilà, ça c'est encore une démonstration de la force de notre organisation. Maintenant, il faut qu'on se dépêche, qu'on crée des cadres communs, qu'on pense ensemble, parce qu'il y a urgence. Moi, je vous inviterai, d'une part, à prendre la parole et à poser toutes les questions que vous voulez, et surtout, en ce moment, il y a une crise énorme, massive, il va y avoir des centaines de milliers de familles qui vont être plongées dans la misère. Il faut absolument que toutes les facs, les chercheurs, les scientifiques adressent leur solidarité au mouvement ouvrier qui va se faire massacrer, qui va se faire réprimer. Moi, je suis dans cette salle, je suis menacé de licenciement. Parce que ce que je fais là, Total, ils veulent surtout pas ça. L'État a voulu interdire cette conférence. Alors qu'en parallèle de ça, s'il y avait Patrick Pouyanné qui venait ici, il en aurait fait la pub. Les patrons, Écocider, Climatici, financent vos facs, la recherche, ils financent tout. Et nous, quand on vient prendre la parole en tant qu'ouvrier, on y est interdit. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. On a parlé des Robins des Bois, répression. On n'a pas parlé des néoseurs qui bossent pour une des plus grosses entreprises de l'agrobusiness, ces ouvriers qui se sont battus pour la réduction du temps de travail, qui se battent pour la sécurité dans leurs usines, qui sont aujourd'hui licenciés. Il y a 3 licenciements parce qu'ils se sont battus pour la réintégration. Le Christian Porta, qui est le délégué syndical, qui les a défendus, qui a passé sa vie à les défendre. Encore une fois, on a fait ce front avec les écolos, mais aujourd'hui, c'est la vengeance d'un des plus gros patrons de l'agro-business qui pousse l'engrais, qui pousse les méga-bassines, qui pousse ce qui se fait de plus horrible dans l'agro-industrie, qui est en train de se venger. Et on a besoin de vous. Parce que je vous le dis, ce sera eux ou nous. Merci à tous les trois déjà. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un dénominateur commun à vos différentes interventions. C'est que en fait, votre combat écolo, c'est un combat qui est global. En fait, tous les trois pensez que pour combattre la crise climatique, qui touche en particulier les pays du Sud, on doit avoir un programme internationaliste, mais aussi un programme pour l'enseignement libre dans les facs en indépendance des entreprises. Et dans ce cadre-là, les scientifiques et la jeunesse scientifique, ils ont un rôle très important à jouer. Et ce rôle, c'est d'avoir une issue stratégique pour la lutte écolo, mais c'est aussi une issue au sentiment d'impuissance ou à la résignation qui peut exister dans les populations scientifiques. Donc voilà, c'est la condition nécessaire pour imposer un rapport de force conséquent contre les entreprises et l'État. Mais pour ça, effectivement, vous le disiez, mais il faut construire des collectifs forts qui n'opposent pas la lutte écolo et la lutte pour l'enseignement libre dans les facs, qui militent aussi pour la libération de la Palestine contre le massacre au Liban, etc. Donc c'est le projet qu'on essaie de mener avec le point levé dans les facs, avec des chercheurs, avec des doctorants, autour des étudiants. Donc voilà, on a fait tourner un peu une liste de contacts. N'hésitez vraiment pas à laisser votre contact. La semaine prochaine, on va essayer de faire une réunion pour essayer de reparler de ces entreprises et d'Occider qui en fait ont des liens très importants, ont des partenariats avec la fac. Et donc on va faire une réunion là-dessus. Et voilà, c'est le
essaie de mener dans les facs avec Tout point levé. On vous invite évidemment à le mener avec nous dans les facs. Merci.